Entre une seconde colossale surprise en ouvrant le conteneur d'échantillons d'astéroïdes d'Osiris Rex, un problème assez sérieux sur le module russe Nauka faisant partie de l'ISS, des routes pavées sur la Lune, une magnifique éclipse lunaire et encore quelques autres, je crois que l'heure est à nouveau venue de s'offrir un épisode dédié aux actualités spatiales et à l'essentiel à en retenir. Mais avant de commencer, je tenais à m'excuser si ma voix vous semble un peu différente de d'habitude. Je souffre en effet actuellement d'un joli refroidissement et mon intonation peut hélas en souffrir un peu. D'autre part, je tenais aussi à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Allez, sur ce, bon visionnage. Pour commencer en douceur et ouvrir le bal des actualités, je vous propose de parler une fois encore des échantillons d'Osiris Rex. Car après une première surprise lors de l'ouverture de la capsule début octobre, c'en était en effet une assez singulière et gigantesque qui attendait les équipes lors de l'ouverture du conteneur d'échantillons. Je m'explique. J'en parlais il y a une dizaine de jours, le lien de l'épisode sera en fiche en écran de fin et en description, mais l'histoire des échantillons d'Osiris Rex provenant de l'astéroïde Bennu est loin d'être sans rebondissement depuis le retour sur Terre. Dans un premier temps, lors de l'ouverture de la capsule contenant le conteneur d'échantillons qui contient lui-même les échantillons, c'était une quantité assez importante de poussière qui allait être trouvée, obligeant à méticuleusement nettoyer les poussières en évitant tout risque de contamination. Alors, je tiens à le dire d'entrée de jeu, mais lorsque l'on parle de risque de contamination, on parle d'une contamination du monde extérieur vers les échantillons et non l'inverse. Dans les faits, vous pourriez probablement les manipuler à main nue sans grand danger, si ce n'est que les fines poussières assez abrasives pourraient être une menace si vous en respiriez une grande quantité, mais disons-le, le seul problème serait que les échantillons subissent des réactions chimiques en étant exposés à l'air ambiant et que leurs analyses ne valent plus grand-chose d'un point de vue scientifique. Mais bref. Le nettoyage et la récupération méticuleuse de ces poussières d'astéroïdes allaient ainsi retarder de plusieurs jours l'accès au conteneur des échantillons contenant les échantillons, estimés alors à environ 60 grammes. Ainsi, le 11 octobre, la NASA allait révéler en direct le résultat de l'ouverture du conteneur d'échantillons, même si l'ouverture ne se fit pas elle-même en direct, et ce avec une énorme surprise. Ce sont en effet environ 250 grammes d'échantillons qui ont été ramenés, alors que le plus gros retour d'échantillons d'astéroïdes à ce jour était les 5,4 grammes d'Hayabusa 2, 5,4 grammes qui était déjà une mine d'informations. Et même si une majeure partie sera stockée pour être analysée au fur et à mesure des améliorations des technologies, d'ici plusieurs années, voire plusieurs décennies, ces 250 grammes s'apprêtent à nourrir des années et des années d'études, d'analyses et de découvertes sur les astéroïdes, l'arrivée de l'eau sur la Terre et la formation du système solaire en général. Dès la fin d'octobre, par exemple, l'Observatoire de la Côte d'Azur recevra également quelques grammes de ces échantillons, dont la grande quantité est plus qu'une agréable surprise. Et encore, vous n'en voyez ici qu'une petite partie, puisque l'écrasante majorité est encore dans l'anneau qui est le conteneur. Car si le conteneur avait été heureusement pensé avec un surplus en tête, 250 grammes contre 60, c'est tout simplement énorme et ça va permettre de mener le travail d'analyse de ces échantillons qui va durer plusieurs années, dans les meilleures conditions possibles. Mais cette semaine n'allait hélas pas apporter que de bonnes nouvelles. Le 9 octobre, dans la fin de la journée, une fuite allait en effet être détectée sur le module russe Nauka, lancé et installé à l'ISS à l'été 2021 avec près de 14 années de retard, et dont l'histoire est plus que parsemée d'embûches. Dérivés de modules ayant déjà fait leurs preuves et été utilisés sur les stations russes Mir et étant le petit frère du module Zarya, premier module de l'ISS, Nauka est un module multifonction dédié entre autres à l'utilisation de différentes expériences embarquées à bord de l'ISS. Et ces expériences, on n'y pense pas toujours, sont aussi bourrées d'électronique et génèrent de la chaleur. Pour évacuer sa chaleur, le module dispose d'un système de radiateur embarqué crucial pendant la période où le module allait voyager jusqu'à l'ISS après sa mise en orbite et qui permet suffisamment de refroidissement pour garantir un minimum de fonctionnement des systèmes essentiels comme le contrôle, la génération d'énergie, la navigation et quelques expériences. Deux sorties ont ensuite eu lieu en avril et mai 2023 pour installer un second radiateur permettant d'utiliser le module au maximum de ses capacités. Et malheureusement, c'est ce second système qui allait subir une fuite.
Arrivé sur l'ISS en 2010 et ayant attendu jusqu'à 2023 pour son installation, il est difficile de déterminer la cause de l'incident sur ce système auxiliaire. Une chose est certaine, cette fuite va probablement grandement restreindre l'utilisation de Nauka pour du matériel scientifique et est un nouvel échec pour un spatial russe se portant déjà mal depuis quelques années, entre les fuites sur Progress, Soyouz, les retards de Nauka, les accidents de sondes comme Luna 25, Phobos Grunt et j'en passe. Mais une autre actualité intéressante allait aussi surgir cette semaine, et elle nous vient cette fois de l'Agence spatiale européenne. En effet, à défaut d'avoir des routes pavées en carmélide, c'est la Lune qui pourrait bientôt bénéficier de cette technologie. C'est un coup à prendre les routes pavées. Bon, je vous l'accorde, parler de technologie quand on sait que les routes pavées existent depuis près de 6000 ans maintenant, c'est un peu exagéré. Mais laissez-moi vous expliquer. La Lune, vous le savez, est recouverte de poussière. Ces poussières sont, dans leur écrasante majorité, le fruit d'impacts de météorites vaporisant la roche et la transformant en petites échardes, comparables à du verre. La poussière du sol de notre satellite, à défaut d'être chimiquement toxique, est donc un véritable problème. Collante, abrasive, elle use les équipements et les combinaisons à une vitesse exceptionnelle et sera un véritable défi pour les séjours lunaires de demain, après avoir déjà été compliqué à gérer pour le rover soviétique Lunokhod 2, qu'elle acheva en empêchant son radiateur d'évacuer la chaleur, décidément c'est le thème, et le rover d'Apollo 17 qui en souffrit aussi et risqua la surchauffe. Que ce soit le ESA ou la NASA avec Artemis, les plans pour des séjours de longue durée sur la Lune, voire des habitats construits à sa surface, sont de plus en plus concrets et sérieux. Et si les astronautes séjournent longtemps, ce ne sera pas pour jouer au golf. Entre l'entretien du matériel, la visite de sites d'intérêt, la récolte d'échantillons, le déploiement d'expériences, les astronautes seront souvent en déplacement et compteront aussi avec certitude sur une nouvelle génération de véhicules lunaires. Oh, vous allez pas recommencer à me gonfler, hein? Ça va drôlement ralentir les recherches. Si dès 1993, l'idée de faire fondre la poussière lunaire pour créer des routes avait été émise, on avait droit à la publication par l'ESA d'un intéressant résumé d'une expérience utilisant un laser pour faire fondre des petits pavés directement à la surface de la Lune. Cette technologie pourrait s'avérer flexible, maniable et permettra aussi de facilement minimiser l'impact de cette poussière qui, si elle est soufflée lors du décollage ou l'atterrissage d'un atterrisseur, peut créer des nuages de plusieurs tonnes de poussière recouvrant tout. L'atterrisseur robotisé américain Surveyor 3 avait, par exemple, été partiellement recouvert de poussière lors de l'atterrissage d'Apollo 12, non loin de là. Ces premiers pavés obtenus dans un régolithe simulé, pavés qui font une vingtaine de centimètres, sont ainsi très intéressants et pourraient constituer l'une des premières vraies pistes pour la fabrication de routes et pas de tir lunaires. Par exemple, un pas de tir de 100 mètres carrés épais de 2 cm pourrait être réalisé en environ 115 jours avec les technologies actuelles. Enfin, pour terminer, on notera que le 14 octobre, le continent américain a eu droit à une magnifique éclipse lunaire annulaire, la Lune étant au plus loin de la Terre et la Terre dans une période où elle est plus proche du Soleil, rendant une éclipse totale impossible. Mais réservant quand même un spectacle grandiose sur Terre comme dans l'espace. Enfin, on notera aussi le lancement le 13 octobre de Psyché vers l'astéroïde du même nom, après plus d'1 an de retard suite à des problèmes logiciels. En parlant de problèmes logiciels, le télescope spatial européen Euclid a repris sa calibration après qu'un problème dans son système de pointage, qui ne faisait pas la différence entre les rayons cosmiques et les étoiles, l'empêchait de viser correctement, nécessitant une mise à jour logicielle. Sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace. Vous allez commencer par faire l'effort pour fiche la paix. Le premier Romain qui pose un pavé chez moi, je lui fais bouffer, je reviens pas là-dessus. S'il y en a un qui veut régler ça à la filoche, ça peut aussi s'envisager.